Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de 17 ans, une chronique du mal. Mais 17 ans. Je sais pas quel âge vous avez, mais sans déconner, profitez bien de votre jeunesse parce que les récentes éditions Nabhan ont déjà su proposer un catalogue particulièrement intéressant et varié. Après Modigliani, d'Ikue Aizawa et la tant attendue réédition d'Old Boy, son dernier titre en date, relève presque du pari risqué tant son sujet est aussi délicat que macabre. Avec 17 ans, troisième série de Nabhan, l'éditeur choisit un récit terriblement lourd basé sur un fait divers des plus sordides. Achevé en 4 tomes, le titre fut initialement publié entre 2004 et 2005 dans le magazine Manga Action des éditions Futabasha. Celui-ci se base sur le roman de Fuji Seiji, paru en août 2020 et est dessiné par Kamata Yoji que nous découvrons à cette occasion. Lorsqu'il écrivit le récit initial, Seiji Fuji s'est donc basé sur un fait divers réel, le meurtre de Furuta Junko, survenu en 1989 au Japon. Celui-ci fut suffisamment violent et horrible pour défrayer la chronique et largement retentir dans le pays tout entier, voire dans le reste du monde. Pour rappel des faits, le jeune Miyano, Hiroshi, 18 ans, et plusieurs camarades kidnappèrent Junko le 25 novembre 1988. Nous vous épargnerons les détails, mais la victime fut violée à de multiples reprises, séquestrée et impitoyablement torturée jusqu'au 4 janvier 1989, jour où elle décéda suite à ses blessures. Pour plus de détails, une simple recherche permet de facilement trouver la chronologie des faits et le déroulement du jugement des meurtriers, violeurs et tortionnaires. La version manga, initialement écrite par Fuji Seiji, sous forme de roman, s'inspire largement de ce fait divers, sans le copier totalement. Aujourd'hui livreur, Hiroki garde un sombre souvenir de son adolescence. Son boulot l'amène à se rendre au quartier E, un lieu qu'il aurait préféré ne plus côtoyer. Il se revoit ainsi lycéen à l'époque. Le simple fait de gagner la protection de Miyamoto, un caïd local, a suffi à lui faire prendre la grosse tête et à le faire devenir une racaille, utilisant son statut pour intimider le moindre passant. Sauf qu'il ne pensait pas que les prochaines actions de Miyamoto allaient prendre une telle ampleur. Lorsque celui-ci décide de kidnapper une adolescente, Sachiko, il est contraint d'être complice d'un crime qui s'aggravera au fil des jours. Faire machine arrière est impossible, car trahir Miyamoto reviendrait à signer son arrêt de mort. Aussi, la culpabilité mêlée à la folie vont gagner peu à peu le jeune homme. Pendant ce temps, la famille de Sachiko s'inquiète de cette disparition, notamment Miki, la sœur jumelle, qui compte prendre l'affaire en main, tandis que les autorités ne reconnaissent qu'à demi-mot une réelle disparition. En connaissant un minimum la réalité derrière cette fiction, on aborde le premier tome de 17 ans avec une certaine inquiétude. Une inquiétude qui ne met pas bien longtemps à se confirmer en angoisse, la lecture devenant rapidement éprouvante au point qu'il en devient difficile de tourner les pages. Ce début d'intrigue aborde alors 2 tableaux. Le premier, et le plus développé, est la séquestration de la pauvre Sachiko. Et tandis qu'on assiste, impuissant à la chute d'une adolescente qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, au final, les auteurs font le choix de présenter en figure principale un complice de l'affaire, en la personne de Hiroki. Une idée intéressante puisque le récit présente les tourments du jeune homme et montre la manière dont un gamin un peu insouciant s'enfonce dans le mal et dans la cruauté par pure volonté de se dédouaner d'une quelconque faute. Et en parallèle, c'est le point de vue de la famille de la victime que nous découvrons, notamment celui de Miki, qui reconnaît une police plutôt incompétente car peu encline à prendre la disparition au sérieux. Dire que le titre est réservé à un public hautement averti est un euphémisme, et ce, même s'il ne montre jamais rien dans les détails. Car, parce que 17 ans s'appuie sur un fait divers qui a bien eu lieu, Fuji et Kamata ont quand même la pudeur de simplement faire comprendre les événements par la mise en scène et de ne rien montrer de purement visuel, si ce n'est le faciès changeant de Sachiko, comme si la victime perdait déjà sa vie au fil des premiers sévices. C'est le choix le plus noble à faire pour un récit de ce genre. Aussi, le dessinateur fait preuve d'un certain talent pour faire comprendre l'horreur des événements
sans être trop racoleur, et ainsi planter une réelle ambiance très pesante. Une narration qui marque aussi l'évolution de Hiroki, dont la descente aux enfers est visuellement percutante. Et à ce titre, le scénario de Fuji est plutôt malin, car sans jamais chercher à justifier ou pardonner les actions de Hiroki, il les montre et les développe de manière à ce que le lecteur rompt le peu d'empathie qu'il pouvait éprouver pour le départ au personnage. Côté édition, Naban livre une très bonne copie grâce à un papier de qualité et respectant les pages couleurs d'origine. La traduction, signée Guillaume Hesnard, semble de bonne facture, ne serait-ce que parce qu'elle entretient un climat inquiétant et lourd tout le long du tome. Au final, la seule remarque serait l'absence de notes qui relatent le fait divers d'origine, mais rien ne dit que l'éditeur ne comptait pas aborder ce point dans les tomes suivants. On espère même trouver quelques infos des deux auteurs à l'avenir, tant leur point de vue sur le processus de mise en fiction de cette affaire serait intéressant et révélateur de leur état d'esprit et de leur volonté artistique. Pour le moment, on regrettera simplement l'équilibre pas toujours bien établi entre le point de vue des tortionnaires et celui de Mickey qui comprend rapidement que sa sœur a disparu. Néanmoins, on imagine bien que la suite mettra davantage l'accent sur cette facette du récit, ce qui sera l'occasion de le renouveler et de ne pas rester sur une succession de séquences moralement éprouvantes. De la même façon, on jugera 17 ans sur sa globalité, plus que sur son premier tome. Enfin, il convient de souligner qu'il faudra passer un accord moral avec le titre pour l'apprécier. Celui-ci s'inspirant grandement d'une tragique affaire qui fut bien réelle et pas si lointaine, le projet pourrait en rebuter certains, même si le fait de puiser dans de vrais faits divers n'est pas forcément inédit. On se questionnera alors sur le bilan total de l'œuvre, et observer quelle volonté les auteurs ont voulu transmettre par cette réinterprétation de l'affaire du meurtre de Furuta Junko. Et en conseil, j'ai chroniqué, il y a pas si longtemps que ça, Anguille démoniaque, un excellent thriller où il sera question de meurtre. Et pour plus d'infos, la Mangado. Ensuite, pourquoi pas découvrir ou redécouvrir Old Boy. Naban a eu la bonne idée de rééditer ce titre qui met en avant la liberté d'un type qu'il vient de retrouver après 10 ans de séquestration. Ouais, c'est long. Et puis, en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une BD européenne. Attention, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça s'appelle Le tueur au manga. Une BD reprenant peu ou prou un fait divers survenu en Belgique où un meurtre a eu lieu avec un message bien curieux. Je suis Kira. Les fans de Death Note sauront ce que ça veut dire. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire 17 ans, une chronique du mal. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. À 17 ans, c'était clairement pas le genre de truc que je faisais. À cette époque, j'avais pas grand chose qui m'intéressait, à part les filles, les mangas et les jeux vidéo. Alors que maintenant... Non, en fait, je crois que c'est toujours pareil.